Merci. Hochelaga Maisonneuve est un arrondissement qui vit plusieurs défis socio-économiques importants, mais c'est également un lieu dynamique où il y a une vie sociale, culturelle très développée, très épanouie. C'est entre autres la place olympique avec le parc olympique. C'est également l'espace pour la vie avec le Biodôme qui vient tout juste de réouvrir ses portes après un petit réaménagement intérieur. C'est également des espaces verts avec le parc de la promenade Belle-Rive sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Donc, dans cette série de Vos nouvelles en bref, durant la pandémie, on jette maintenant un regard sur Merci Hochelaga Maisonneuve et dans ce premier épisode, nous allons nous entretenir avec Viviane Caron, qui est la directrice générale de l'Association des commerçants de Tétroville. Mais juste avant de parler d'économie, je rejoins ma collaboratrice Marine Tardieu qui nous présente un peu plus de cet arrondissement. Alors Marine, dis-nous, Merci Hochelaga Maisonneuve, c'est vraiment un arrondissement qui est marqué par un paysage urbain très important avec des structures comme le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. C'est enclavé aussi par le chemin de fer du CN et également le port de Montréal qui est là. Qu'est-ce que l'arrondissement Merci Hochelaga Maisonneuve? Merci Hochelaga Maisonneuve, c'est un passé ouvrier et industriel. C'est un arrondissement aussi qui a été frappé par la récession en 1982, mais depuis les années 2000, il y a vraiment une effervescence au niveau des constructions immobilières. Donc, ce qui vient donner vraiment au quartier, surtout Hochelaga Maisonneuve, un embourgeoisement, mais qui crée en même temps un recul au niveau du sud-ouest. Puisqu'on peut remarquer quand même, ça reste que c'est un quartier qui représente quand même un taux de faible revenu, quand même qui est supérieur à la moyenne montréalaise. Puis, mais du côté de Mercier, il y a quand même une grande proportion d'aînés, mais ça veut dire que beaucoup d'habitants qui vivent seuls. Mais du côté Mercier-Ouest, le quartier, c'est vraiment un quartier beaucoup plus immigrant. Après ça, on va voir qu'au niveau Est, Mercier-Est, il y a beaucoup plus d'enfants, c'est familial. C'est un arrondissement qui a une croissance qui est 3 fois plus élevée que le reste de la moyenne à Montréal. Merci Hochelaga au niveau de la pandémie et de toutes les circonstances qui arrivent en ce moment. Merci Hochelaga Maisonneuve est le deuxième arrondissement le plus touché à Montréal, c'est-à-dire on compte 2602 personnes infectées et ça représente quand même 8,4% de la population de l'arrondissement. Ce qui est bon quand même assez intéressant et pertinent, autant avec une deuxième vague là, qui semble poindre le nez devant nous. Quels sont les lieux de dépistage dans l'arrondissement si les gens ont besoin de se faire dépister? Alors, on a la clinique de dépistage, le quartier Mercier Hochelaga Maisonneuve qui dessert vraiment les 3 quartiers. Alors, l'arrondissement au complet, on a la clinique de dépistage Chauveau, qui est au 54-55 rue Chauveau. Puis, c'est 7 jours sur 7 et de 8h à 20h. Sinon, vous avez encore la possibilité d'appeler le numéro gratuit pour avoir les autres centres qui seraient disponibles aux alentours. C'est au 877-644-4545 ou encore au 514-644-4545. Vous avez encore le soutien psychologique qui est disponible en appelant au 514-940-3300. Et puis là, au niveau de l'arrondissement, a été marqué au cours des derniers mois par la pandémie avec une hausse des gens qui se sont retrouvés donc sans logis, qui se sont retrouvés itinérants avec ces campements de fortune qui ont été installés aux abords de la rue Notre-Dame. Effectivement, la pandémie vient vraiment augmenter le nombre de personnes qui vivent dans ces camps de fortune-là. C'est une grosse problématique en ce moment. Mais malgré tout, on a quand même des organisations qui viennent prêter main forte. Donc, il y a des places supplémentaires qui viennent de s'ouvrir dans le refuge CARE, le Cap Saint-Bernabé aussi, qui va pouvoir accueillir ces résidents-là qui vivent dans ces camps de fortune, puis qui vont être relocalisés dans les anciens locaux du YMCA de Hochelaga, mais ça va être temporairement dû aux circonstances.
Et là, sur le plan donc communautaire, merci Hochelaga et Maisonneuve, c'est quand même un arrondissement, Marine, qui a beaucoup de vie communautaire, qui offre beaucoup de services et d'aide. Effectivement, ils sont très actifs au niveau communautaire. Puis moi, j'ai relevé quelques organisations et centres communautaires qui sont là pour prêter main forte au niveau de la santé mentale. J'ai Vers l'équilibre, donc vous allez pouvoir les contacter. Et il y a Maison L'Échelon aussi. Eux, ils offrent un soutien psychologique de la même façon que Vers l'équilibre. La différence, c'est que Maison L'Échelon, eux, ils offrent un support aussi en clinique externe pour des problèmes d'ordre psychiatrique. Au niveau alimentaire, on a Carrefour d'alimentation et de partage Saint-Bernard-B. On a également le centre communautaire Hochelaga. Centre NAA également, qui offre aussi de l'aide alimentaire et des repas, et pour soutenir les personnes qui sont dans des faibles revenus, qui ont un faible revenu. Alors, merci beaucoup, Marine, pour ce topo de l'arrondissement Merci Hochelaga Maisonneuve, qui est justement un secteur de Montréal qui a beaucoup de commerces de proximité. On estimait d'ailleurs en juillet dernier que pour les commerces locaux, ils perdraient en moyenne de 30 à 40 de leurs revenus cette année dû à la pandémie. Alors, pour discuter de commerce local et d'économie locale, je rejoins Viviane Caron, qui est directrice générale de l'Association des commerçants de Tétroville. Alors, Madame Caron, bonjour. Bonjour. Alors, en commençant, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu c'est quoi l'Association des commerçants de Tétroville et à quels besoins répondait en fait la création de l'association qui est quand même assez récente. C'est bien ça? Oui, effectivement, l'association a maintenant 2 ans et c'est né d'une volonté là, des gens d'affaires de Tétroville de s'organiser puis de pouvoir avoir un impact sur le développement de leur secteur commercial. Donc, Tétroville, c'est dans le fond un endroit où la rue Hochelaga a déjà été le coin Hochelaga des Ormeaux a été très florissant en termes de commerce de proximité. Et dans les dernières années, on a vu un manque de renouveau des commerces de proximité dans le quartier. Et les entrepreneurs qui sont là depuis plusieurs années avaient envie de dire, notre quartier est important, on est en lien avec les citoyens, on voit ce qui manque, il y a un besoin pour des nouveaux commerces. Et donc, c'est né d'une volonté des gens d'affaires de s'organiser, de se prendre en charge. Puis, on a pris le pari là, en 2018, on a proposé un projet aux commerçants d'une association volontaire pour le quartier. Puis, à ce jour, on est rendu à 60 membres là, et ça continue d'augmenter. En fait, là aussi, avec la COVID, les commerçants ils ont besoin de soutien. Et donc, on était contents d'être déjà en place pour soutenir les commerçants en cette année difficile. Voilà. C'est ça, tout à fait. Vous l'avez souligné, là, les derniers mois avec la pandémie, fait des ravages un peu partout, surtout toutes les sphères. Et justement, pour les commerces locaux, ça n'a pas été facile. Comment ça s'est vécu dans votre secteur? Comment les commerçants ont pris la pandémie et se sont en fait adaptés à la situation? Oui, comme dans tous les quartiers, je pense dans tous les secteurs, là, ça a été un choc, là, tout ça, avec la fermeture des commerces de proximité, là, ce qui est quand même une mesure extrême qu'on a vue, qui était nécessaire là, pour des raisons de santé publique. Mais c'est sûr que pour le commerce de proximité, pour les entrepreneurs, ça a été un bouleversement, un choc aussi, des enjeux sur le terrain aussi pour ceux qui étaient prioritaires et qui devaient rester ouverts. Donc, pour toute la sécurité des employés, la sécurité aussi des gens qui se présentaient en magasin. Donc, c'est sûr que ça a amené beaucoup d'enjeux et de travail, d'adaptation pour les entrepreneurs. Puis, on fait pas exception aux autres quartiers, là. Les entrepreneurs ont pris en charge leur destinée, se sont adaptés, ont mis en place des mesures pour la santé et la sécurité des employés et des consommateurs là, qui se présentaient sur place. Mais c'est ça, c'est une grosse année pour le commerce de proximité, là, c'est sûr. C'est ça. Et là, comment les commerçants du secteur se sont adaptés à cette nouvelle réalité? D'abord fermés complètement et là, bon, maintenant, avec le retour progressif des clients en magasin. Oui. Il y a eu plusieurs situations. Si on pense
bon, là, je parlais de les mesures sanitaires en magasin. Pour tout ce qui est les commerces jugés prioritaires, donc rapidement, il y a eu des mesures en place que tout le monde a connues, là, le nombre limité en magasin, les plexiglas, la protection, là, on a les masques maintenant obligatoires, le désinfectant. Bon, ça, c'est assez bien adapté. Sinon, si on y va plus du côté du commerçant, ben, il y a eu de l'adaptation. Il y en a quelques-uns des entrepreneurs que ça l'a bousculé ou remis de l'avant leur projet de mise en ligne. Donc, j'ai quelques entrepreneurs qui avaient soit une boutique en ligne déjà en place ou soit en développement. Donc, c'est sûr que ça l'a mené à bousculer ces projets-là pour permettre aux gens de les commandes en ligne qu'on entend beaucoup parler pour se mettre à jour. Puis à ce moment-là, ben, les commandes étaient préparées puis les gens avaient juste à venir les chercher. Ça a été une première chose. Sinon, dans mon coin, c'est plus au niveau des restaurants aussi. Donc, il y a eu une adaptation en ce qui a trait aux livraisons. Donc, c'est sûr que les salles de restaurants étant fermées, il y a plusieurs restaurants qui ont dû s'adapter à faire de la livraison pour pouvoir survivre. Donc, pour rejoindre les gens, les consommateurs, ils se sont affiliés des fois à des structures déjà en place de commandes en ligne et donc ils se sont intégrés dans ces systèmes-là pour pouvoir offrir la livraison aux clients là, rapidement. C'est ça. Et là, vous, est-ce que vous êtes devenu un peu un centre de référence pour les commerçants, vos commerçants membres ou les autres commerçants du quartier qui venaient chercher l'information qui n'était peut-être pas tout le temps claire, les informations gouvernementales, les différentes aides qui étaient possibles à recevoir? Oui, c'est sûr qu'au début de la pandémie, surtout, là, je disais là, le beau terme, j'étais pluguée ces conférences de presse. Là, donc, c'est sûr que quotidiennement, c'était de suivre les nouvelles, de voir ce qui se passait. Puis mes commerçants, bon, normalement, on a plus une infolette mensuelle qu'on envoie aux membres avec les nouvelles. Mais c'est sûr qu'avec la COVID, il y a des moments où à tous les jours, j'envoyais des nouvelles sur les programmes qui sortaient aux entrepreneurs parce que ça bougeait très vite. Il y avait des annonces tout le temps. Puis des fois, de tout suivre ça, c'est beaucoup de travail aussi. Donc, je faisais ce premier travail-là pour les aider, les outils le plus possible pour qu'ils aillent chercher les aides auxquelles ils avaient droit ou qu'ils avaient accès, qui venaient d'être annoncées. Ça, c'est sûr aussi que, tu sais, au début de la pandémie, là, on était une quarantaine de membres au sein de l'association. Là, je pense que j'atteignais 50 membres. En fait, là, j'oublie mon chiffre, mais je rejoignais pas beaucoup de commerçants dans mon secteur. Il faut savoir que moi, dans mon secteur, j'ai plus de 100 entrepreneurs sur mon artère commerciale. Et dans le quartier de Merciès, on parle de probablement autour de 200 entreprises. Donc là, c'est sûr qu'au début de la pandémie, je suis aussi allée chercher les contacts de gens qui n'étaient pas membres de l'association, avec qui j'avais déjà été en contact pour dire je vais vous envoyer les informations aussi parce que c'était très gros. Je voyais que ça s'en venait une grosse crise pour le commerce, surtout si je pense aux salons de coiffure et d'esthétisme dans mon quartier. J'en ai quand même plusieurs. Puis pour eux qui ont été fermés longtemps, d'avoir ce soutien-là, ça a été d'une grande aide. Puis il y en a plusieurs à qui j'ai parlé. Que suite au fait que j'envoyais les courriels, ils voyaient que j'étais bien au courant des mesures et donc souvent j'avais des téléphones, des commerçants qui savaient plus trop par où se tourner, quel programme aller chercher. Ben des fois, juste en étant deux à cogiter, à reparler des programmes qui sont des fois tous uniques et difficiles à retenir. Il faut vraiment regarder toutes les cases. Donc des fois, en échangeant, ben là, on trouve un programme que, ah oui, peut-être celui-là. Je vais aller me renseigner plus pour celui-là, je vais miser là-dessus pour ce que j'ai de besoin. Fait que c'est sûr que cette ligne d'aide-là, surtout au mois de mai, là, elle était très quotidienne. Là. J'appelais les entrepreneurs beaucoup, savoir comment ça allait, où est-ce qu'il y en était, est-ce qu'il y avait les programmes, il y avait accès. Un petit soutien personnalisé pour avoir plus le pouls du terrain aussi, puis voir où il y en était. Là. Exactement. Mais justement, vous avez mis en place avec certains partenaires une campagne de sociofinancement il y a quelques temps. J'achète local dans MHM et on peut dire que ça a été une totale réussite. Vous avez atteint 300% de votre objectif. C'est quoi un peu la démarche et l'initiative de ce projet? Oui, ça, c'est un super projet. En fait, ça a été... on a été en contact avec La Ruche qui a été en lien avec Desjardins, qui a créé le programme du cœur à l'achat. Donc, Desjardins s'est affilié à La Ruche pour ouvrir des campagnes de sociofinancement, mais du cœur à l'achat qui visait à acheter des bons d'achat dans les commerces pour leur amener des liquidités. Et Desjardins venait compenser avec un montant qui était remis aux organismes du quartier. Donc, pour chaque dollar amassé, Desjardins remettait aussi $1 à un organisme du quartier. Jusqu'à un montant de 25 000 par quartier, par arrondissement. Si je me situe à Montréal, c'était par arrondissement. Donc, avec ça, on a fait une collaboration. En fait, notre arrondissement a tout de suite embarqué et a décidé de bonifier les bons d'achat. On s'est mis en collaboration avec la SDC Hochelaga Maisonneuve. Donc, avec la SDC, pour monter le projet,
On a l'arrondissement qui a mis les fonds pour bonifier nos bons d'achat en commerce pour offrir une subvention qui allait avec ça et Desjardins. On a fait un win-win-win, puis on a lancé cette campagne-là. On s'est rendu en un week-end, en 3 jours, on a fait 300% de notre campagne et c'était, dans le fond, le citoyen achetait 20 $ en commerce et il y avait 30 $ à dépenser. Ou il pouvait même faire le don de 10 $ à son commerçant. S'il voulait juste soutenir son commerçant, il pouvait payer 20, recevoir 20. Et cette campagne-là, nous, dans Tétroville, ça a été 50 000 $ qui a été remis au sein des 25 commerçants qui ont participé à cette campagne-là. Il y avait aussi certains critères pour participer. Oui. Et ça visait vraiment à aider les commerçants à avoir des liquidités parce que les commerçants, pendant la pandémie, ils ont des frais fixes qui disparaissaient pas. Là. Tu sais, si on pense à des fois à l'Internet, le système de caisse, le loyer, encore une fois, il y a une aide au loyer, c'est pas tout le monde qui a eu accès, mais donc il y a des frais que même si le commerce est fermé, ces frais-là, ils devaient les payer. Et en ayant des liquidités comme ça à travers ce projet-là, ben c'est un soutien financier qui était non négligeable là, pour la majorité des commerces qui ont participé. Puis aussi, c'était une dose d'amour. Là. Souvent, ce que je dis qui était beau de ce projet-là, c'est que le citoyen voulait aussi soutenir son commerçant pour montrer à quel point il était important dans son quotidien. Et donc, ça a offert aux citoyens une façon de venir dire aux commerçants, ben moi, quand tu vas réouvrir, je vais être là pour venir t'encourager, puis c'est important comme dans mon quartier, dans mon quotidien. Et donc, c'est surtout ça qui était beau quand les commerçants, il y avait leur montant. Souvent, ils se disaient, mon Dieu, mais les gens m'ont vraiment soutenu, puis c'était une partie là, non négligeable de ce projet-là, que les commerçants aient le soutien des citoyens directement. Là. Oui. Et justement, je vous lancerai un peu en terminant. Est-ce que vous qui êtes dans le milieu des commerçants, des entrepreneurs de proximité, est-ce que vous craignez pour la survie des commerces de proximité dans le contexte actuel, mais également à long terme? Oui. En fait, individuellement, c'est sûr qu'il y a des commerçants qui ont des situations des fois qui vont être plus difficiles. Là. Ça va dépendre de plusieurs facteurs, soit le secteur, le soutien qu'ils ont eu, le nombre d'années qui sont en affaires aussi, la grosseur de l'entreprise. Donc, il y a différents enjeux si on les regarde individuellement, mais si on regarde le tout globalement, je pense que surtout avec la campagne d'achat local, j'achète local dans MHM, on s'est rendu compte que l'achat local, c'est important pour les citoyens. Je pense aussi qu'avec la COVID, ils ont compris l'importance de l'achat local et des commerces de proximité, donc dans leur vie de quartier. Donc, on voit aussi un beau mouvement de gens qui soutiennent leurs commerçants, qui vont les voir, puis qui des fois, c'est même ça peut être des fois un petit effort selon la situation de la personne d'aller dans son commerçant local, mais le citoyen va faire l'effort parce qu'il se rend compte que notre économie locale et de proximité, elle est importante. Donc, ça, c'est sûr que c'est un beau mouvement aussi de solidarité face aux entrepreneurs locaux qui est visible et qui est enrichissante pour le long terme aussi de voir ce mouvement-là prendre place. C'est ça. Donc, un petit peu de beau à travers ces mois qui ont été un peu plus difficiles. Viviane Caron, directrice générale de l'Association des commerçants de Tétroville, merci d'avoir pris le temps de discuter un peu avec nous sur la réalité des commerçants dans Merci-Est. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir invité à l'émission. Si vous voulez en apprendre davantage sur l'Association des commerçants de Tétroville, rendez-vous sur tétro.ca. Vous y trouverez d'ailleurs toute la liste des commerçants membres de l'association. Également, rendez-vous sur tcftv.ca pour ne pas manquer nos autres épisodes sur l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. On y discute entre autres avec le maire d'arrondissement Pierre Lessard-Blais, ainsi qu'avec le directeur général Roland Barbier du Centre communautaire Hochelaga. Également, suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram pour ne pas manquer d'autres épisodes sur d'autres arrondissements montréalais. À très bientôt!